Bonjour et bienvenue à tous. Guinée, Mamadi Doumbouya, l'apprenti économiste adepte de la méthode forte. En mettant la pression sur les miniers et en se hâtant de relancer les chantiers d'Alpha Condé en souffrance, le putschiste veut arracher des résultats rapides pour réussir sa transition. Omnipotent, il n'a malgré cela pas encore sacrifié l'équilibre des finances publiques. Carrure imposante, béret, lunettes noires et treillis, depuis un an, le colonel Doumbouya incarne la figure martiale du changement. D'abord avec le soutien quasi unanime des Guinéens, et aujourd'hui de manière beaucoup plus contestée. Le 5 septembre, le chef de la junte est resté de manière surprenante totalement silencieux à l'occasion du premier anniversaire de son coup d'État. Avant de commencer, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos. C'est parti. C'est le Premier ministre par intérim Bernard Goumou qui, depuis le camp Alpha Yaya Diallo, l'une des plus grosses casernes du pays dans la banlieue de Conakry, a rendu hommage au chef de l'État, pour défendre le bilan du Comité national du Rassemblement pour le développement, CNRD. Changement de tactique du putschiste? En apparence au moins, le militaire semble vouloir s'appuyer davantage sur son Premier ministre. Depuis sa nomination définitive le 20 août, en remplacement de Mohamed Bivogui, l'ancien détenteur du portefeuille du commerce et de l'industrie assure le service après-vente des décisions prises au palais de Sékou Touraya. C'est aussi à lui que le président de la transition a confié d'aller au-devant des miniers pour rétablir un contact qui, comme avec la rue, s'est profondément distendu. Le 2 septembre, tout le secteur extractif a répondu à la convocation de la primature pour faire part de ses doléances. Au lendemain de son arrivée au pouvoir, l'ancien chef du groupement des forces spéciales de Guinée s'était presque immédiatement tourné vers les entreprises minières pour les rassurer. La Guinée respecte et respectera les engagements, conventions et accords auxquels elle a souscrit, leur avait-il dit. Les mois passant, le ton s'est pourtant durci. C'est vrai qu'il n'a pas hésité à prendre des décisions téméraires quitte à croiser le fer, mais il pense que pour réussir la transition et laisser une trace, il ne peut pas faire l'impasse sur l'amélioration de l'exploitation des ressources naturelles, explique un de ses soutiens, qui préfère rester anonyme comme la plupart de nos interlocuteurs. Si le CNRD clame vouloir organiser un retour à l'ordre constitutionnel, la répression en juillet et en août dernier des manifestations du FNDC, mouvement transpartisan né en 2019, invite les Guinéens à rester prudents. Bras de fer à répétition. Mais qui conseille le chef de la transition sur ces enjeux économiques qui lui étaient totalement étrangers avant le 5 septembre 2021? Difficile à dire tant le mystère est entretenu. Je n'ai pas connaissance qu'il ait des spécialistes des questions macroéconomiques autour de lui à la présidence, admet, dubitative, l'une de nos sources. Pour gérer Simandou, l'État recrute actuellement des consultants sur les volets techniques et financiers afin d'accompagner Djiba Diakité, ministre directeur de cabinet de la présidence chargé du dossier, après avoir déjà retenu le cabinet d'avocats londoniens Watson Farley et Williams pour les aspects juridiques. Le colonel Camara, secrétaire général de la présidence, est naturellement lui aussi impliqué sur certains dossiers économiques, même si ce n'est sans doute pas le point fort de ce gradé passé par l'école royale d'infanterie au Maroc et l'école de guerre à Paris. Les anciens premiers ministres cabinet Komara et Lansana Kouyaté apporteraient également leur lumière. Le projet Simandou a au moins au début profité du volontarisme politique de Doumbouya. En mars, le colonel envoie son conseiller Bokar négocier avec l'anglo-australien Rio Tinto et le chinois Winning Consortium Simandou, WCS, la création d'une coentreprise pour construire les infrastructures nécessaires à l'exploitation du plus grand gisement de fer du monde. Comme, malgré leurs engagements, les deux groupes tardent à passer des promesses aux actes, il reconvoque toutes les parties quelques semaines plus tard et parvient à faire démarrer les travaux. Les entreprises ne reprendront pas tant qu'elles n'auront pas l'assurance de pouvoir poursuivre de manière pérenne. Mais, début juillet, le ministre des Mines, Moussa Magasuba, annonce sur ordre de la junte l'arrêt du chantier. Les groupes privés traînent des pieds pour céder gracieusement 15% du capital de cette joint venture chargée de construire la ligne de chemin de fer qui reliera la mine au port. Du point de vue du palais, cette quote-part se justifie notamment par les économies réalisées par Rio Tinto et WCS grâce au projet de coentreprise qu'il a imposé. Un accord a finalement été trouvé, mais la confiance est rompue. Les travaux n'ont d'ailleurs toujours pas repris. Arrêter le chantier coûte très cher, notamment à l'entreprise chinoise qui a des centaines d'engins sur le terrain. Il faut trouver des solutions pour les salariés, renvoyer les expatriés chez eux. Les entreprises ne veulent pas reprendre tant qu'elles n'ont pas l'assurance de pouvoir poursuivre de manière pérenne, explique un avocat impliqué sur le dossier. 15 000 emplois dépendraient en effet de l'avancée du gisement Simandou. Enjeu stratégique.
Mamady Doumbouya doit apprendre à gérer les questions économiques de manière moins émotionnelle. Mais, concernant la réforme du secteur minier, il a le soutien des Guinéens qui, à Boké, Bofa ou Sigiri ne voient pas les retombées de l'exploitation de notre sous-sol, continue de penser un visiteur du soir du président. Le secteur des mines reste en effet l'un des principaux motifs de frustration de la population. Si 6 milliards de dollars ont été investis dans ce secteur pendant les mandats d'Alpha Condé, près de 80% auraient en réalité profité à des intérêts étrangers. Son poids dans le PIB national est de 22%, mais sa contribution au budget de l'État est inférieure à 2% du PIB. Les recettes provenant du secteur ne sont même pas suffisantes à couvrir les dépenses énergétiques du pays, c'est inadmissible, reconnaît un haut fonctionnaire du ministère des Finances. Quelle légitimité a-t-il pour faire cela, une Kalachnikov? Attention, prévient l'avocat que nous avons interrogé, les concessions minières bénéficient toutes d'une clause de stabilité, qui protège les investisseurs des changements législatifs. Il est légalement impossible de modifier les contrats de manière unilatérale. Si la Guinée le fait, elle s'expose à des actions judiciaires. Les entreprises ont déjà montré à la junte qu'elles n'entendaient pas se soumettre. Sommées en avril dernier de remettre dans de très courts délais des plans de transformation locale des minerais, elles n'ont pas donné suite aux exigences du palais. L'État n'a pas pour autant l'intention de desserrer son étreinte sur le secteur et entend aussi encadrer la vente de la bauxite en mettant en place un système de calcul des prix. Les compagnies pratiquent en effet des tarifs qui vont parfois du simple au triple, 12 $ la tonne pour SMB contre 35 $ pour la CBG, ce qui influe sur les rentrées fiscales de la Guinée. Doumbouya sait néanmoins qu'il ne doit pas casser la dynamique minière qui porte la croissance du pays, toujours attendue cette année à 5,6%. Après un premier trimestre satisfaisant, le pays subit, en plus de ses propres difficultés, le ralentissement du commerce mondial, aussi bien au niveau de ses recettes douanières, estimées à 72% des prévisions en fin d'année, que des recettes des impôts, 78%. Chantier relancé, sans moyens? Au-delà du bras de fer avec les miniers, la nature même du pouvoir n'est pas à même de rassurer la communauté des affaires, par essence rétive à s'inscrire dans une économie centralisée. C'est le doigt sur la couture du pantalon que les patrons ont pourtant été contraints d'accepter la fusion de leurs 3 organisations patronales parce que le colonel ne voulait qu'un interlocuteur. Et c'est avec inquiétude que tous regardent aujourd'hui la chasse aux fonctionnaires indélicats dans les entreprises publiques se demandant quand leur tour viendra. Rien de tout cela ne les invite évidemment à investir. Quelle légitimité a-t-il pour faire cela, une Kalachnikov? C'est aux électeurs de faire le ménage, pas aux militaires, déplore un économiste guinéen. Il n'y a personne capable de produire une analyse fine de la soutenabilité de la dette souveraine. Après quelques mois d'attentisme, c'est aussi à marche forcée que Doumbouya essaie de faire avancer les chantiers qui étaient à l'arrêt quand il a pris le pouvoir. En délicatesse avec Mohamed Bivogui, il a créé à la présidence une coordination des projets présidentiels confiés à Kadiatou Émilie Diaby, ministre des Travaux publics avant la chute d'Alpha Condé. La décision a participé à affaiblir la position du chef de gouvernement. Autre décision discutable, la mise à la retraite d'office de plusieurs milliers de fonctionnaires à la fin de 2021, qui a profondément déstabilisé une administration dont les carences étaient déjà abyssales. Symboliquement en début d'année, le chef de la junte a remis la lumière sur la route Le Prince, à Conakry, dont l'éclairage solaire ne fonctionnait plus depuis longtemps, l'un des grands scandales des années Condé, mais l'a aussi apporté, 24 heures sur 24, à des villes comme Boké. Il a surtout accéléré la réhabilitation de la RN1 en rétablissant le contact avec le partenaire chinois. 250 km ont été réhabilités. Les travaux reprendront mi-octobre après la saison des pluies. Mais son pouvoir en la matière est là aussi limité par la réalité. Compte tenu des incertitudes politiques, Conakry n'a pas reçu de nouveau soutien de ses bailleurs traditionnels que sont la Banque africaine de développement, la Banque interaméricaine de développement et la Banque mondiale. C'est donc avec l'appui de Pékin que le pays avance, sans pouvoir chasser ses vieux démons. La qualité des travaux de la RN1L, par exemple, laisse déjà certains techniciens à penser que l'embellie sera de courte durée. Cela pourrait même augurer d'un futur contentieux, estime l'un d'eux. Si Conakry a pu récemment annoncer un prêt de la Banque arabe pour le développement économique, BADEA, de 55 millions de dollars pour acheter des intrants, ce dernier n'est pas concessionnel. Le montant est modeste. Mais s'engager sur la voie d'un endettement non contrôlé serait très inquiétant, avertit le haut fonctionnaire que nous avons interrogé. Autour de lui, je ne vois personne capable de produire une analyse fine de la soutenabilité de la dette souveraine, pas même le gouverneur de la Banque centrale qui vient du privé et ne maîtrise pas ces questions, estime notre interlocuteur. Pas de risque majeur pour le moment, elle ne représente que 44% du PIB.
Pour financer leurs projets, les autorités étudient des alternatives comme la possibilité de capter des financements de la Banque publique d'investissement française, Bpifrance. Gestion scrutée par le FMI pour l'heure, et c'est sans doute l'une des surprises de ce début de transition, qui devrait, selon la junte, durer 3 ans en dépit de la pression de la CEDEAO pour la raccourcir. Les finances publiques sont gérées de manière prudente. Fin juillet, le budget de l'État, 30 000 milliards de francs guinéens, 3,4 milliards d'euros, était même légèrement excédentaire. Une anomalie, alors que la plupart des économies luttent à coups de subventions contre les effets de l'inflation, qui en Guinée atteindra en fin d'année, selon les projections du ministère des Finances, le chiffre record de 13%. Dans sa situation, la Guinée serait bien inspirée de se rapprocher davantage du FMI. Seule entorse à l'orthodoxie financière, la junte a pensé un court moment utiliser 30 millions de dollars issus des 284 millions de dollars de droits de tirage spéciaux, DTS, versés à la Guinée par le FMI juste avant la chute d'Alpha Condé pour préparer la CAN 2025. L'initiative révélée dans le compte-rendu du Conseil des ministres du 9 juin a immédiatement obligé les officiels à rétropédaler, indiquant qu'il s'agissait d'une mauvaise communication. Ces ressources financières, dont le fonds scrute l'utilisation, doivent être exclusivement allouées à des dépenses d'investissement dans les secteurs sociaux comme la santé et l'éducation. Doumbouya aurait sans doute aimé disposer davantage de latitude, mais l'institution de Bretton Woods veille. Dans sa situation, la Guinée serait bien inspirée de se rapprocher davantage du FMI, soutient une source dans l'administration. Une mission des économistes du FMI est prévue à Conakry dans les prochaines semaines, mais aucune discussion n'a véritablement démarré pour la mise en place d'un programme d'aide. Ministre de l'économie et des finances avant le remaniement du mois d'août, désormais ministre du budget, Lanciné Condé y était opposé. En juin, l'équipe du FMI n'avait pas pu échanger avec les membres du gouvernement, le président les ayant envoyés pendant plusieurs semaines à l'intérieur du pays pour qu'ils se frottent aux réalités de leurs concitoyens. À chacun ses priorités.